Bonjour, je suis Aurélie Palude, professeure en culture générale en prépa économique au lycée Ozenne de Toulouse. Alors je vous propose une réflexion sur image du pouvoir et pouvoir des images. En effet, on va d'abord s'intéresser aux images du pouvoir en partant du principe que c'est par l'image que le pouvoir trouve sa permanence dans la mémoire du peuple. On va ensuite évaluer ce pouvoir des images qui semble omniprésente et se demander si nous sommes vraiment soumis au pouvoir des images. Peut-être d'abord s'interroger sur les images du pouvoir et voir à travers quelles images un pouvoir, notamment politique, peut s'imposer. D'abord, c'est par l'image avec des objets symboliques qu'un pouvoir peut s'établir. La crosse, le sceptre, la couronne ou le trône. On voit aussi que la monnaie a eu un rôle important. C'est notamment Alexandre le Grand, dont l'empire s'étendait de la Macédoine jusqu'à l'Inde, qui a fait frapper la monnaie à son effigie. Et on comprend l'intérêt de cette stratégie pour diffuser son pouvoir à travers un empire aussi vaste. Donc la monnaie circule en effet de main en main et donc elle est une façon pour le monarque d'établir son pouvoir sur un territoire assez large. On sait aussi que c'est à cause d'une pièce de monnaie que Louis XVI a été reconnu et arrêté à Varennes. Donc comme le dit Louis Marin, qui s'est intéressé à l'image du pouvoir, l'image illustre la puissance monarchique, mais plus encore, elle actualise et la renforce en se multipliant. On peut aussi penser à l'image de soi que le monarque doit donner. Alors là, il y a une référence incontournable, c'est évidemment Machiavel et Le Prince, qui montre comment un monarque va devoir construire son image. Il doit à la fois se faire renard et loup. En fait, il s'agit de faire croire que l'on pourrait être cruel et sévère, généralement pour ne pas être obligé de l'être vraiment. En gros, il faut régner à travers la crainte, il faut inspirer la crainte et donc construire une certaine image de soi. J'invite également tous les étudiants à s'intéresser au portrait officiel. Il y a évidemment le portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud, qui est extrêmement connu. On sait aussi toute la propagande qui a été établie par Staline, qui s'est érigé en petit père des peuples. D'ailleurs, le terme propagande vient du latin propaganda, ce qui doit être propagé. Initialement, c'était un terme religieux qui incitait à la diffusion du catholicisme. Et puis ensuite, à partir de la Révolution, c'est un terme qui a été plutôt adapté à la politique. Moi, j'aimerais mener un petit travail sur certaines œuvres commandées par Napoléon Bonaparte. Je pense notamment à Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa. Donc c'est un tableau qui a fait l'objet d'une commande auprès d'Antoine Jean Gros en 1804, donc quelques semaines avant le sacre de Napoléon. On sait que les armées de Napoléon, lors de la campagne d'Égypte, ont subi une épidémie de peste. Et les Anglais ont diffusé l'idée, peut-être une rumeur, que Napoléon avait demandé à euthanasier les soldats malades. Donc ce tableau est extrêmement bien construit, puisqu'il va, par un jeu de lumière, mettre en valeur Bonaparte. Il y a aussi une structuration à travers des colonnes qui vraiment le valorisent. Et puis, on le voit en train de toucher le bubon d'un soldat malade. Et en cela, il se dépeint finalement en général attentif à ses soldats. Et il reprend aussi le geste des rois qu'on disait thaumaturges, c'est-à-dire des rois à qui on prêtait la capacité à guérir miraculeusement les écrouelles. Donc on voit ici, à travers l'image, comment Napoléon essaye de contrecarrer une rumeur et de construire une image de soi valorisante en s'inscrivant aussi dans une certaine tradition picturale et historique. Donc il y aurait beaucoup à dire sur ce travail autour de Napoléon. On peut aussi, de façon intéressante, comparer le portrait équestre qui a été fait de lui par Jacques-Louis David. Donc il est sur un cheval blanc, il est présenté comme un conquérant, un peu à la manière d'Alexandre le Grand. On voit aussi comment les images du passé, finalement, sont convoquées afin de valoriser un monarque. Et à l'inverse, Paul Delaroche a peint Napoléon en pleine méditation avant le franchissement d'un col vers l'Italie. Il est engoncé dans sa redingote, il est sur une mule, et c'est un tableau qui n'est pas là pour le discréditer, mais qui montre Napoléon en pleine méditation sur des stratégies. On voit ici un être inquiet,
sur qui pèse le poids de l'histoire, mais ça en donne aussi une image assez attachante. Donc il y a tout un travail qui serait intéressant de mener sur les images des monarques. Et puis, bien évidemment, on peut penser au portrait officiel de nos présidents français. La première photographie officielle a été celle d'Adolphe Thiers, avec 3 éléments fondamentaux: la Constitution, une bibliothèque en arrière-plan avec le poids du savoir, et puis souvent des médailles pour les généraux ou la Légion d'honneur. Et on voit par exemple comment Valéry Giscard d'Estaing a cassé complètement ses codes lorsqu'il est devenu président, puisque lui a été pris de plus près, souriant, avec un drapeau français agité en arrière-plan pour montrer qu'il voulait justement changer l'image du président et proposer un chef plus près de sa nation. Donc voilà déjà un premier point sur image et pouvoir. On voit comment, pour être en position du pouvoir, il faut non seulement être en capacité d'agir, mais encore faut-il donner aussi cette image au peuple ou au groupe que l'on gouverne. On voit que le portrait permet de figurer la présence du dirigeant et surtout d'imposer la présence d'un chef, même en son absence. Donc on a ici une réflexion intéressante sur la tension entre présence et absence autour de l'image. J'aimerais maintenant envisager un deuxième point, puisque là on a évoqué plutôt les dirigeants, mais nous constatons aussi qu'à l'échelle même d'une société, le pouvoir social et l'ordre peut passer par une première impression, une image, ou par un uniforme. Alors Blaise Pascal, dans ses pensées, a été très sensible à cette question, et donc je vous lis un extrait. Donc c'est le fragment 44. « Ne diriez-vous pas que ce magistrat, dont la vieillesse vénérable impose le respect à tout un peuple, se gouverne par une raison pure et sublime, et qu'il juge des choses dans leur nature, sans s'arrêter à ces vaines circonstances qui ne blessent que l'imagination des faibles ?» Donc on a ici le portrait d'un magistrat qui, par sa vieillesse, impose une image de sagesse. Donc on a vraiment l'idée que la vieillesse irait de pair avec la sagesse et que ce magistrat ne jugerait donc pas selon les apparences et ne se laisserait pas berner par l'imagination. Et pourtant, voilà ce que dit ensuite Blaise Pascal. « Que le prédicateur vienne apparaître si la nature lui a donné une voix enrouée et un tour de visage bizarre, que son barbier l'ait mal rasé, si le hasard l'a encore barbouillé de surcroît, quelque grande vérité qu'il énonce, je parie la perte de la gravité de notre sénateur. Autrement dit, si un orateur se présente à ce magistrat et qu'il a la voix enrouée, un visage un peu bizarre et qu'il est mal rasé, le magistrat ne pourra pas s'empêcher de le juger défavorablement. Autrement dit, même le plus sage ou celui qui donne l'impression d'être le plus sage est berné par l'imagination et on voit comment les images s'imposent à nous au-delà de la raison. Et Blaise Pascal confirme effectivement que les magistrats et les médecins semblent avoir besoin d'un uniforme, donc des bonnets carrés ou des robes rouges, pour imposer leur pouvoir dans l'espace social. Donc on voit comment l'image aussi a un rôle essentiel à nos yeux. On a l'impression ici qu'il suffirait de se construire une certaine image de soi pour asseoir son pouvoir. Mais construire une image de réussite, c'est toujours un pari risqué. Alors ça fonctionne chez Bel-Ami de Maupassant, mais on a dans le monde contemporain quelques cas qui ont précisément dysfonctionné. En 2020, des influenceurs ont voulu faire croire à leurs abonnés qu'ils menaient une vie de luxe. Or, ils avaient loué un studio, moyennant 64 $, donc 50 €, et dans ce studio, il y avait un jet, et ils ont prétendu que ce jet était le leur et qu'ils voyageaient en jet. Certains followers ont perçu la supercherie, et donc les influenceurs ont été discrédités. On peut également penser au cas d'Anna Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin. C'est une jeune femme russe qui a escroqué des hôtels, des restaurants et toute la haute aristocratie new-yorkaise en se faisant passer pour une riche héritière allemande. Elle a été démasquée et elle est aussi condamnée. Donc on voit que parfois se construire une image de soi pour intégrer des milieux favorisés est aussi un pari risqué.
D'où les questions qui émergent par rapport à ces faits. Peut-on cacher ce que nous sommes ou ce que nous avons été? Jusqu'à quel point pouvons-nous maîtriser notre image? Et à force de se créer des identités, de construire des images que l'on proposerait à nos différents interlocuteurs, ne risque-t-on pas de se perdre dans un vertige identitaire? On peut penser en cela à Lorenzaccio de Musset, l'histoire d'un personnage qui construit plusieurs facettes de sa personnalité afin de mener à bien son projet, constitue en fait un tyrannicide, et progressivement, il ne sait plus qui il éprouve une véritable crise identitaire puisqu'il est noyé dans les différentes images de lui-même. Donc on voit finalement que l'image et le pouvoir sont liés de facto. Plus encore, je voudrais prouver que les images orientent notre jugement et notre comportement. On voit d'abord que la publicité pousse à la consommation. Alors, je voudrais évoquer ici un personnage, Édouard Bernays, qui est le neveu de Freud et qui a justement développé la publicité, notamment autour de la cigarette. Alors, comment s'y est-il pris? Eh bien, il souhaitait faire en sorte que les femmes américaines fument. Donc, pour cela, il a travaillé sur l'image de la femme en collaboration avec des magazines, en valorisant la minceur et en soutenant que fumer permettait de mincir et empêchait de manger. Donc, premier temps d'abord, il a réussi à imposer la cigarette dans les foyers américains auprès des femmes. Mais il s'est rendu compte que les femmes américaines avaient encore peur de s'afficher dans l'espace public avec des cigarettes. Donc, il a mené une campagne où il a demandé à des femmes, lors d'une parade de Pâques en 1929, il a demandé à des femmes de fumer sous l'œil des photographes et de journalistes. Il a appelé cela les torches de la liberté. Et donc, il a favorisé l'idée que la cigarette était source d'émancipation pour les femmes. Donc voilà comment, à travers cette construction d'images entre un publicitaire et des journalistes et des photographes, le tout appuyé par les magazines, on a incité les femmes américaines à fumer. On sait aussi le rôle que les westerns ont pu avoir dans l'assimilation entre la cigarette et la virilité. Depuis 2016, une loi française interdit toute publicité en faveur de la cigarette et on comprend donc que s'il y a interdiction, c'est que la publicité a un certain pouvoir, donc que les images orientent de fait nos comportements. On peut aussi voir comment les images orientent nos choix amoureux. Alors là, on peut se demander finalement, ce qu'on aime, c'est l'autre ou l'image de l'autre. Pour cela, on peut s'appuyer sur Un amour de Swann de Marcel Proust, publié en 1913. Alors, je vais vous raconter la façon dont Swann rencontre Odette. C'est une semi-mondaine, et voilà la première image qu'il se fait d'elle. Elle était apparue à Swann, non pas certes sans beauté, mais d'un genre de beauté qui lui était indifférent, qui ne lui inspirait aucun désir, lui causait même une sorte de répulsion physique, de ces femmes comme tout le monde a les siennes, différentes pour chacun, et qui sont l'opposé du type que nos sens réclament. Pour lui plaire, elle avait un profil trop accusé, la peau trop fragile, les pommettes trop saillantes, les traits trop tirés. Donc on voit que la première rencontre ne fonctionne pas, Odette n'est visiblement pas son genre. Et pourtant, à la deuxième rencontre, il va y avoir un déclic. Je vous lis donc cette deuxième rencontre. Debout à côté de lui, laissant couler le long de ses joues ses cheveux qu'elle avait dénoués, fléchissant une jambe, dans une attitude légèrement dansante, pour pouvoir se pencher sans fatigue vers la gravure qu'elle regardait, en inclinant la tête, de ses grands yeux, si fatigués et maussades quand elle ne s'animait pas, elle frappa Swann par sa ressemblance avec cette figure de Zéphora, la fille de Jéthro, qu'on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine. Swann avait toujours eu ce goût particulier d'aimer à retrouver dans la peinture des maîtres, non pas seulement les caractères généraux de la réalité qui nous entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que nous connaissons. Donc on voit ici comment finalement l'esthète qu'est Swann va être saisi par la ressemblance entre Odette, qui n'était pas son genre, et un tableau de Botticelli. Alors cela dit, si on décortique un peu cet extrait, on voit
qu'il ne précise pas les traits communs. On a l'impression que c'est seulement une posture, une certaine inclination de la tête. On comprend aussi que Swann a une certaine tendance à associer des tableaux célèbres avec les visages qu'il croise. Donc on comprend finalement que ce qu'il aime, c'est avant tout une certaine image. Il aime retrouver Botticelli dans les traits d'Odette. Et on voit dans l'œuvre le danger qu'il y a à cela. Alors ça évoque évidemment la cristallisation, selon Stendhal, l'idée que finalement on va par l'imagination parer la personne aimée de toutes les qualités que l'on recherche chez l'autre. Plus tard, Swann ne la trouve plus si jolie et il va donc utiliser l'image pour raviver ses sentiments. Donc là encore un dernier extrait. Physiquement, elle traversait une mauvaise passe. Elle épaississait. Et le charme expressif et dolent, les regards étonnés et rêveurs qu'elle avait autrefois, semblaient avoir disparu avec sa première jeunesse. Donc que va faire Swann pour raviver l'image de la beauté qu'il avait appréciée chez Odette? Eh bien voilà ce qui est écrit. Puis il regardait des photographies d'il y avait 2 ans. Il se rappelait comment elle avait été délicieuse. Et cela le consolait un peu de se donner tant de mal pour elle. Donc voilà, il va se servir de la photographie pour raviver la beauté qu'il avait trouvée chez Odette. Il va donc convoquer des images pour être conforté dans sa passion. Donc on a l'impression, à travers le cas de la publicité et de cet amour, de cette cristallisation, que nous sommes soumis aux images. Et pourtant, nous avons à notre disposition des stratégies pour ne pas être prisonniers des images. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, on peut les décrypter, les déconstruire. On peut d'abord s'appuyer sur des études théoriques. Je pense notamment à la sémiologie proposée par Barthes. Donc Barthes, dans Mythologie, propose d'étudier les signes. Il analyse ce qu'il appelle des mythes contemporains et il va décrypter ces mythes comme autant de signes dans lesquels serait cachée une idéologie bourgeoise. Par exemple, il va montrer comment le commentaire sportif érige le Tour de France en épopée. Il va montrer comment la publicité qui nous vend des savons nous vend de la douceur parfumée, par contraste avec l'eau de Javel qui serait abrasive. Régis Debray va lui proposer une nouvelle science, en quelque sorte, qu'il intitule la médiologie. Donc il invite à s'interroger sur les rapports entre la technique et la culture. L'idée que les images aujourd'hui modifient notre rapport au monde. Donc il y a cette idée que l'on peut aussi convoquer des théoriciens pour décrypter les images. Mais de façon plus simple, on voit que l'école fait aussi de l'analyse d'images un enjeu citoyen. On le voit à travers ce qu'on appelle l'EMI, donc c'est l'éducation aux médias et à l'information, qui est proposée aux élèves. On le voit aussi à travers des dispositifs comme collège au cinéma ou lycéen au cinéma, qui permettent de s'approprier les techniques d'analyse filmique et donc d'être plus conscient de la fabrique des images. Et je voudrais finir par l'idée que ce pouvoir des images n'est pas forcément néfaste. Ce pouvoir des images peut aussi être une chance. Alors on voit par exemple, à travers les choix de l'association Just Stop Oil en 2022, on voit comment cette association a compris le pouvoir des images et en aspergeant le tableau Les Tournesols de Van Gogh, eh bien, ils ont compris d'une part la valeur sacrée du tableau, de l'art, mais aussi la puissance virale des images sur les réseaux sociaux. Donc, le fait d'asperger un tableau est un dispositif qui peut être effectivement controversé, contestable, mais c'est une association qui, pour défendre une cause politique, joue sur le pouvoir des images. On sait aussi que ce pouvoir des images favorise les interactions sociales. Alors, c'est le sociologue Erving Goffman, dans un ouvrage intitulé « La mise en scène de la vie quotidienne » en 1956, qui a montré que dans les interactions avec autrui, nous allons donner la meilleure image de nous-mêmes. Donc on va essayer de contrôler l'image de soi et on va aussi aider autrui à contrôler son image. Par exemple, en ne lui faisant pas remarquer des bruits de digestion ou des bruits de bouche, eh bien, on favorise les interactions sociales.
Mais dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, Plotin estimait que l'image de soi idéale que l'on se faisait de sa personne était déjà à la base de la morale. Voilà ce qu'il dit. « Ne cesse pas de perfectionner ta statue jusqu'à ce que la vertu brille à tes yeux de sa divine lumière, jusqu'à ce que tu vois la tempérance assise en ton sein dans sa sainte pureté. » Donc on voit effectivement que cette image de soi idéale permet de développer des vertus morales. Et puis dernier point, le pouvoir des images se vérifie aussi parce qu'elles sont porteuses d'une certaine vérité. On voit par exemple l'importance des images pour apprendre, les imagiers, les cartes, les croquis. Et même Platon, qui mettait à distance les images et invitait à s'en méfier, a utilisé l'allégorie pour interroger le rôle du philosophe dans l'accès à la vérité. Donc on voit ici que l'image a un certain pouvoir, mais ce pouvoir peut favoriser la connaissance et la compréhension.